Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Ici, nous prenons le vivre ensemble. Nous émettons à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé. De lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. C'est le moment où les démineurs viennent vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. Ce matin encore, nous n'allons pas déroger à la règle. TVB, Théophile Vianney Billa nous amènera comme d'habitude du côté des kiosques pour avoir la météo de ce côté-là. Toujours dans le cadre de ces échanges, Bernardo Basson est confortablement installé pour la dénonciation de tous les jours. On finira en beauté avec l'instant de l'analyse. Et pour ce jeudi, nous nous poserons la question et nous aurons justement pour prétexte cette autre sortie du MINCOM, le ministre de la Communication au Cameroun, René Emmanuel Sadi. Par un communiqué hier, le ministre de la Communication attire l'attention de la presse sur les commentaires et autres analyses concernant l'assassinat pour nous, barbares, sauvages, odieux de Martinez Zogo. Et ce matin, nous nous poserons donc la question de savoir si René Emmanuel Sadi, le MINCOM, a justement tendance à vouloir museler la presse. Que visent les multiples sorties du MINCOM au Cameroun? Ces sorties viseraient-elles à museler la presse camerounaise quant à l'affaire Martinez Zogo, quant à l'assassinat sauvage d'un journaliste camerounais? Nous en parlerons ce matin afin que nul n'en ignore. Ils seront pour cela juristes pour commenter, ils seront hommes politiques pour analyser, ils seront journalistes pour essayer de décrypter avec tout simplement un seul objectif: vous dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Docteur John Nyobé, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je pense que l'honneur m'échoit pour faire encore partir de ce panel dans votre prestigieuse chaîne de télévision. Docteur John Nyobé est justement homme politique. Il est député suppléant du côté du PCRN. Docteur, merci d'être là ce matin. Merci. À côté du docteur John Nyobé, nous accueillons notre invité permanent, Bernard Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous ceux qui me reçoivent chez eux. Aujourd'hui, c'est, je pense, la journée mondiale du livre. Donc, j'aimerais inviter tout le monde et chacun à se procurer un livre ou alors à aller lire un livre parce qu'une partie de la connaissance se trouve dans les livres. Donc, aujourd'hui, journée mondiale du livre, je pense qu'il est important que les uns et les autres sachent qu'il y a des choses à découvrir dans des livres et pas forcément derrière les écrans. Vous savez, parfait ici, on ne peut pas donner, excepté certains programmes, certaines chaînes, hein, on ne peut pas donner toute la vérité à la télé parce que beaucoup de gens regardent la télé. Et il faut dissimuler beaucoup de vérités. Donc pour cela, parfois on les cache dans des livres. Donc, il est important d'aller les lire et de se faire l'écho d'une certaine partie de la connaissance. Donc merci de m'avoir invité à nouveau ce matin. C'est un plaisir éternellement renouvelé. Malheureusement, il y a une pensée populaire qui dit que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-la dans un livre. Oui, parfait, Les ici, Africains mais c'est à ta vie, hein. ne lisent pas beaucoup, et particulièrement vous les Camerounais. Parfait ici. Moi, je suis de la corporation des avocats. Oui. Vous savez qu'au moins les livres de droit, j'en lis régulièrement. Et également, je suis spécialisé en droit et économie du sport. Donc, forcément, les livres irrelatifs, je me trouve contraint de les lire. Mais surtout, Depuis que vous lisez les livres, avez-vous un livre qui vous a particulièrement marqué? il y en a beaucoup, parfait ici, en fonction des différentes thématiques. Mais sur le plan philosophique, je pense que de la médiocrité à l'excellence du professeur Ebenezer Ndiomo, il est quand même, au-delà de tout ce que j'ai pu lire, le discours de la méthode, vraiment la métaphysique des mœurs, tout ce que j'ai pu lire comme élément philosophique, c'est ce livre-là qui m'a marqué parce que l'approche qui est pratique, c'est une approche qui me semble afrocentrée. Elle n'est pas basée sur un modèle de pensée qui nous est forcément importé ou imposé. Et donc, ça m'a semblé être intéressant. Sur le plan sportif ou sur le plan culturel, j'en ai lu, et forcément, je pense que mon nom vous rappelle le nom d'un afrocentriste très très célèbre,
Mbok Basson, je pense que... Bombok Masbasson est un puits de connaissances. Voilà, et vous devez savoir que c'est mon sang. Ah bon? Oui. Bombok Basson? Oui, Ce garçon est un génie. c'est mon sang, on a des liens... Bombok Basson? Oui, c'est mon oncle en fait. Ce homme est un savant. Vous savez qu'il a écrit beaucoup de livres. Malheureusement sur, qu'ils ne sont pas lus au Cameroun. Bon, par beaucoup, c'est vrai. J'ai la chance. La semaine dernière, encore lui et moi, on en parlait par téléphone. Il me disait qu'il fallait qu'on se voit pour qu'il m'en donne une nouvelle quantité. Je vais également le chercher. Hein. À l'époque, j'étais encore jeune journaliste sous d'autres cieux. J'avais une émission que j'avais baptisée Face au peuple. La particularité de cette émission était que je recevais un invité principal qui habituellement était une grande personnalité et en face, il y avait un public. Je posais des questions à l'invité et de temps en temps, le public posait également des questions à ce même invité. L'une de mes meilleures émissions, si ce n'est la meilleure, c'était avec Mbok Basson. Parfait, ici, il est un africaniste pur, dur, rude. Malheureusement, comme il est né dans un pays qui s'appelle Cameroun, il n'est pas pris au sérieux. Non, c'est pas ça Quel le problème. gâchis. C'est pas ça le problème. C'est que l'élite dirigeante camerounaise est orientée, plus ou moins positivement, là n'est pas le débat, mais elle est orientée. Et lui, il a une posture qui est orientée de façon différente à celle de notre élite politique camerounaise. Donc à partir de là, cet antagonisme a fait en sorte qu'il ne puisse pas avoir la place qui devrait être la sienne dans le panthéon des savants camerounais, parce qu'au Cameroun, l'idée est tout simplement de remorquer de manière intellectuelle ce que les autres ont fait. Quand vous soutenez un master ou une thèse, on vous dit note de bas de page. Donc, il est carrément impératif pour vous de remorquer ce que les autres ont fait. On limite votre production et votre productivité. Par contre, lui, quand il écrit sur la théorie africaine, la théorie de la religion, etc., vous voyez que c'est un discours qui est profondément centré sur des racines africaines. Donc, il y a toute une culture de formation et d'intellect au Cameroun qui est particulière, en Afrique noire, au Sahara qui est particulière et dans laquelle il ne s'inscrit pas. Mais heureusement, il y a des personnes qui commencent à prendre le mouvement, à comprendre où est-ce qu'il veut mener les gens. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Je lui passe d'ailleurs le bonjour, même si je sais qu'il regarde très peu la télé. Il n'a d'ailleurs pas WhatsApp ou Facebook. Hein. Bon, Facebook, c'est que quand le film, ça passe, mais il n'a pas de médias. C'est quelqu'un qui est vraiment retiré. C'est un vrai... Au cours de ce programme, il y a une dizaine d'années, lorsque j'avais reçu Bombok Basson, il avait fait une démonstration magistrale sur le plateau, parlant justement des religions occidentales et maintenant la culture, nos cultures africaines. Il avait démontré de manière magistrale que les pays qui se sont développés sont ces pays qui avaient gardé leur religion. Il me faisait comprendre leur spiritualité. C'est même ça le mot. Il me faisait comprendre que prends la Chine. Oui. On prend l'Inde, on prend le Japon, ainsi de suite, on prend l'Europe même centrée qui se développe à partir du christianisme. Et il a démontré que ces gens sont venus nous tromper. Parfait, ici. Vous voyez que j'en parle avec beaucoup de frissons. Vous savez, lorsque quelqu'un est génial, lorsque quelqu'un est formidable, lorsque quelqu'un est magnifique, lorsque quelqu'un a le savoir, j'ai un souverain respect. Et lui, je vous promets, c'est un grand érudit. Je vais le rechercher. Et ça tombe bien comme c'est ton sang. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Vous comprenez là, je ne vais pas venir. Non, je ne sais plus comment vous voulez en venir, mais en ce moment, il est au Cameroun quand même. Ah, d'accord. Nous allons également accueillir tout à l'heure Ambroise Médard Manga, qui est journaliste. Je pense qu'il est en route. On doit également, en principe, être ce matin avec l'activateur Angelbert Onfomant. J'espère qu'il nous rejoindra également. Mais en attendant, je prends un premier verre d'eau. Théophile Vianibia, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je salue très respectueusement les téléspectatrices. Théophile Vianibia, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV tous les matins à partir de 6h45. Il est là pour cette quintessence de l'information parue en kiosque. Il vous revient à 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné pour le même exercice. Théophile Vianney, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent de l'affaire Martinez-Zogo avec cette sortie du ministre de la Communication. On parle également des sénatoriales de 2023 et on revient parler de la célébration de
la journée mondiale de la protection civile. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang qui revient avec cette actualité au BAT 1. On parle de Tiklof, cette entreprise que vous connaissez certainement. Tiklof, le nouvel opérateur dans la bataille des ordures. Moins de 2 mois après la signature d'un contrat avec l'hôtel de ville de Yaoundé, la société de ramassage des déchets ménagers est déjà victime de manipulations mafieuses. C'est le constat qui est fait par le journal Info Matin qui livre donc l'information en page 4. Zone à risque à Tangandji interdit les constructions. Le ministre de l'administration territoriale a donné cette instruction aux autorités administratives lors d'une descente sur le terrain ce 1er mars au quartier Mimboman à Yaoundé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la protection civile. Le journal Info Matin revient donc sur cette actualité en grande une et livre l'intégralité en page 3. Hot News parle également de cette même interdiction en pied de une. Le journal Hot News qui est disponible en kiosque titre en pied de une. Interdiction des constructions dans les zones à risque. Le MINAT sensibilise les populations. On en parle en page 7. En grande une, on s'intéresse aux élections sénatoriales du 12 mars prochain. Sénatoriales 2023, les partis politiques en mode de séduction lancé samedi dernier. L'opération de charme des électeurs, entre parenthèses, conseillers municipaux et conseillers régionaux, va déboucher sur le scrutin du 12 mars prochain. Les 13 partis politiques engagés dans la course mettent les bouchées doubles en vue de la victoire finale. Ce sont de multiples pages spéciales qui sont présentées ici, de la page 2 à la page 5. Leader presse d'Ambroise Médard Manga parle également sénatorial du 12 mars 2023. Place au scrutin. C'est la une de ce journal qui est disponible en kiosque. Cet hebdomadaire d'enquête et d'information générale parle également Bunek. Les bases de l'année 2023 sont donc présentées en page 8 du journal Leader Presse d'Ambroise Médard Manga qui n'a pas loupé l'actualité concernant la succession à la chefferie de Pongo Songo. Les avocats et les notables montent au créneau. Le journal revient donc sur cette actualité en page 9. Laissons le journal Leader Presse pour retrouver en kiosque ce jour. Le Miroir, cet hebdomadaire, s'intéresse au sénatorial du 12 mars et titre en grande une sénatorial 2023. Gaston Elundwe Somba. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Le président de la commission départementale de supervision de l'élection sénatoriale dans la Mefou et à Konon l'a martelé hier à l'ouverture de la campagne électorale des sénatoriales dans sa circonscription politique. Le délégué permanent par intérim du comité central du RDPC dans la Mefou et à Konon a demandé aux 104 électeurs de sa circonscription politique, tous du RDPC, un vote à 100% pour la liste de leur parti. On en parle en page 3. Le point Biebdo parle également de ce 100% sénatorial Mefou et à Konon à 100% à lire en page 3 du journal Le Point Biebdo qui est disponible en kiosque qui parle donc de cette élection sénatoriale 2023. On en parle également avec le quotidien Le Messager de Feu Pius Njawe. Ce journal s'intéresse à cette actualité en grande une sénatoriale 2023 et s'il faisait partie des 30 alors que l'heure est aux tractations des coulisses et d'autres manœuvres en haut lieu, quelques figures semblent émerger du lot. On présente un décryptage en page 3 pour revenir sur ces quelques personnes qui pourraient peut-être faire partie des 30 sénateurs qui seront donc nommés par le chef de l'État Paul Biya. L'info à chaud parle également sénatorial 2023 et nous fait savoir qu'une sénatrice décède pendant la campagne. À lire en page 12 du journal L'info à chaud qui parle donc de cette actualité ce jour. Assassinat de Martinez Zogo. Lady Ponce réclame justice. L'étoile de la musique camerounaise dit donc ceci: ton sang doit maudire la descendance de ceux qui t'ont assassiné jusqu'à la 10e génération. Voilà la réaction de Lady Ponce, l'artiste Bikoutsi au Cameroun, qui intervient donc par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo. Enquête, affaire Martinez Zogo. Le MINCOM invite les médias au respect de la loi, c'est-à-dire en page 4 du journal L'Info à chaud. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune parle également de cette sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Communication sur l'affaire Martinez Zogo, l'appel au sens de la mesure. Dans un communiqué du gouvernement rendu public hier, le ministre de la Communication et porte-parole René Emmanuel Sadi rappelle que les pouvoirs publics, comme tous les autres acteurs sociaux, sont soumis au respect du secret de l'instruction dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. On en parle en page 2 de ce journal. Le Témoin de Francis Bonga, ce billet hebdomadaire d'information générale et d'enquête, parle également de l'affaire Martinez Zogo. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal qui est en kiosque ce jeudi. La communication gouvernementale au tribunal. L'opinion souhaite en savoir davantage sur cette enquête mixte instruite par le chef de l'État Paul Biya, mais qui traîne à connaître son épilogue malgré l'interpellation de plusieurs suspects. Dans une sortie hier, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, ne se reconnaît pas dans le mutisme dont on
pointe du doigt le gouvernement. On en parle ce matin avec ce journal. Mutation de Georges Alain Boyomo parle de cette affaire également en grande une. Affaire Martinez-Zogo, vous me la bouclez. Dans un communiqué rendu public hier, le gouvernement invite les professionnels des médias à attendre sagement la publication des résultats de l'enquête en temps opportun. Temps opportun entre guillemets, sous peine de poursuite judiciaire. Une mise en garde qui passe mal plus d'un mois après l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM. On en parle donc ce matin et on retient cette exclamation de mutation ce jour. Affaire Martinez-Zogo, vous me la bouclez. Émergence, le quotidien bilingue qui est en kiosque, parle également de cette enquête sur la mort de Martinez-Zogo en pied une. Le gouvernement opère une sortie. Cette sortie opérée par le gouvernement est présentée en page 2 du journal Émergence qui est disponible en kiosque. Le jour où la Mana parle également de cette même actualité et le journal Le Jour titre en grande une Martinez on attend, point de suspension. À lire en page 3 du journal Le Jour, qui est donc disponible en kiosque et qui revient également sur cette actualité Boko Haram vers un retour des kamikazes, s'interroge le journal Le Jour en pied une. Un incident survenu à la frontière du Cameroun impliquant ce mode opératoire redouté ravive les inquiétudes. Crise au SDF, on en parle avec la nouvelle expression qui est en kiosque et qui revient donc avec cette crise du côté du Social Democratic Front. Frunzi attendu au tribunal ce jour. C'est l'information qui est relayée par le journal La Nouvelle Expression en grande une. Le président national du Social Democratic Front doit répondre à une convocation reçue dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à une vingtaine de cadres de son parti, le fameux groupe 27. On en parle ce matin avec le journal La Nouvelle Expression disponible en kiosque. The Guardian Post revient ici parler également de ce climat du côté du SDF et s'interroge sur l'avenir des cadres qui ont été exclus de ce parti politique. Le journal parle donc de ces cadres en grande une ce matin et s'interroge sur leur avenir après cette exclusion. L'unité, ce journal avec lequel nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV, parle de cette alerte. Alerte, nounou voleuse. Biloa Agnès Evelyne wanted après avoir échoué à kidnapper le garçon de 21 mois dont elle avait la charge. Cette demoiselle âgée de 34 ans a immédiatement déserté le quartier Nsama Yaoundé où elle résidait jusqu'au matin du 1er mars, date de sa fuite. Nièce du colonel Etunzi Soué, cette nounou voleuse a emprunté un bus de Princesse Voyage pour se rendre à Douala, muni d'un butin d'1,3 million francs CFA, savamment dérobé à son employeur aux abois. Une plainte a été déposée à la brigade de gendarmerie des Foulanes et le contact est donc présenté dans ce journal en cas. Bien évidemment, au cas où quelqu'un pourrait l'apercevoir quelque part, il faut tout simplement appeler le numéro qui est présenté au journal L'Unité, disponible en kiosque ce matin. C'est avec ce journal que nous refermons donc fièrement cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix des 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Cette fidélité reste et demeure implacable, inchangeable, inaliénable, incontournable et indétrônable. C'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Parfait à ici, merci au panel, merci également aux charmantes téléspectatrices. Merci Théophile Vianney-Billa pour cette brillante revue de la presse. Naturellement, vous ne partez pas le 19h en anglais, c'est ce soir, sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité développée. Vu que nous sommes en pleine mouvance de la célébration de la Journée internationale de la femme, on va donc rester sur cette actualité en s'intéressant cette fois-ci aux femmes qui exercent les petits métiers. Alors, on a constaté que du côté des Siméon, il y a une dame qui s'est lancée dans la cordonnerie. Donc, on va se rapprocher de cette dame pour voir comment elle gagne son pain quotidien avec ce métier de cordonnière. Une dame qui fait dans la cordonnerie. Oui, exactement. Donc, on va donc voir comment cette dernière s'exerce. Comment elle se bat au quotidien pour gagner son pain quotidien. On sait que c'est pas très évident, tout d'abord. Elle pouvait vendre même du piment, mais elle a préféré la cordonnerie. Je sais pas de quel piment vous parlez. Le piment est un fruit qui est utilisé, on met dans la sauce. D'accord, c'est plutôt vous, mais c'est pas là où vous étiez. Ah, d'accord. Donc, je pense que le piment est un fruit, hein. D'accord. Lorsqu'elle va au marché du Fourni, je vois du piment. Vous demandez simplement du piment. Et les femmes, elles vendent du piment. Il peut être rouge, il peut être jaune. Tout à fait. Voilà. Donc, elle n'a pas choisi de
de vendre du piment tout de même. Elle s'est lancée dans la cordonnerie et bien évidemment, elle s'en sort pas mal, où elle parvient à fabriquer même certaines chaussures. Donc, on va se rapprocher de cette dame pour voir comment elle gagne son pain quotidien, parce qu'on doit présenter les femmes qui sortent du lot, qui se battent en cette période. On va également revenir sur le commerce des tissus pain déjà cousus. Vous savez qu'en cette période, beaucoup se lancent souvent dans cette activité, donc acheter le pain, coudre et proposer plutôt les modèles aux femmes. On va donc voir comment est-ce que le secteur se porte. Est-ce que ça avance? Est-ce que ces tissus pain déjà cousus se vendent comme des petits pains, ou alors ça traîne encore? Vous savez que nous sommes le 2 et la célébration c'est dans quelques jours. Et nous savons également que le prix du pain est assez onéreux. Est-ce que les femmes choisissent plutôt le tissu pain déjà cousu, ou alors ces dernières préfèrent acheter leur pain et aller coudre leur propre modèle? Donc on va rester dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme avec toutes ces activités que nous observons sur le terrain. Merci beaucoup, TVB. Nous disons simplement à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Nous allons d'abord accueillir Muriel Angé. C'est une enfant de la maison. Elle est journaliste sur Info TV. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Elle va également déminer l'espace. Bonjour Muriel. Bonjour à toi, Perfecto. Bonjour à tout le panel. Bonjour aux milliers de téléspectateurs qui sont toujours fidèles à ce magnifique programme. Espace Miné, comme toujours, le plaisir d'être des vôtres. Muriel Angé, vous préparez très bien la fête de la femme, votre fête? Vous avez à votre pain, le cabas est déjà bien repassé à la maison? Le cabas n'est pas le plus important. Je fais partie de celles... On commence la philosophie. Oui, le cabas n'est pas le plus important. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour impacter positivement les femmes. Si toutes les femmes pouvaient penser comme toi. C'est ça. C'est là qu'il faut se poser un peu la question. Moi, en tant que femme, qu'est-ce que je peux faire pour impacter positivement le vécu de ma consoeur? Il y a toujours un conseil à donner, il y a toujours une aide à apporter. Voilà, moi, je pense que ce serait la meilleure des façons de célébrer le 8 mars. Maintenant, s'il y a le pain, pourquoi pas? S'il y a le pain, pourquoi pas? Merci Muriel Angé d'être là ce matin. À côté de Muriel, j'ai préféré vous adjoindre un jeune homme qui est séduisant. Il est d'ailleurs très galant. C'est Ambroise Médard Manga. Bonjour Ambroise. Bonjour Parfait et bonjour aux téléspectateurs au rendez-vous de cette messe journalière. Ambroise Médard Manga est journaliste, patron de presse. Il est le directeur de publication. On dit habituellement comme le DP des leaders presse. Vous avez d'ailleurs suivi sa revue tout à l'heure. Leader presse vient de passer tout à l'heure. C'est lui qui est le chef de ce journal. Ambroise Manga, on parlera beaucoup de la communication ce matin avec la dernière sortie de notre ministre. C'est notre ministre à nous. Oui, le ministre des journalistes. Le ministre des journalistes. René Emmanuel Sadi, qui est sorti hier étant un peu énervé. Qui a frustré. On en parle. On veut savoir pourquoi notre ministre est énervé. Donc on en parle tout à l'heure. Le temps justement de vous rappeler également que Théophile Vianney nous indiquait à travers le journal L'Unité tout à l'heure que le nounou voleuse est en train de perpétrer des gaffes. Le journal L'Unité a fait un travail exceptionnel en donnant même le nom de cette nounou d'un autre genre. Elle s'appelle Bilois Agnès Evelyne. Maintenant, je ne donnerai pas d'autres indications, puisque le journal est un peu trop loin de nous dire quelle est la nièce de telle. Je pense que c'est pas important. Ce qui est important pour nous est que c'est une nounou extrêmement dangereuse. Elle est maintenant en fuite. Bernardo Obasson. Elle a failli voler le bébé qu'elle gardait. Je pense qu'on avait parlé d'un bébé de 21 mois, ainsi de suite. Elle habitait au quartier un Sam. Il faut dire Bernardo, on parle, on peut sourire, mais ces nounous, par moments, ont perpétré des coups terribles. Énormément, fatalement et de façon impondérable, c'est-à-dire, mais parfait, ici, ça rentre dans une assiette et dans un panier de comportements dégradants et qui aujourd'hui ont pignon sur rue dans la société. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'au rang des trafics les plus importants, le trafic d'organes humains, ou le trafic d'ossements humains occupe des places de choix. Tout à fait. Donc, il est peut-être crédible de faire naître dans notre idée le fait que cette dame-là peut-être voulait enlever l'enfant, soit pour commercialiser l'enfant de manière naturelle à des personnes peut-être n'arrivent pas à enfanter, ou alors voulait exciper les organes de l'enfant pour les vendre au marché noir. Et c'est une question qui est suffisamment grave. Donc je pense que il faudrait qu'on la retrouve
et qu'elle soit sévèrement punie pour Apparemment, l'acte elle qu'elle a est partie posé. avec 1 million de francs CFA qu'elle a dérobé dans la maison de son patron. Je ne veux pas minimiser la somme, mais l'acte qu'elle a posé, c'est-à-dire l'acte de vouloir voler l'enfant me semble plus grave que celui d'avoir pris de l'argent. C'est vrai. Je ne dis pas que l'argent est à négliger, mais le fait qu'une femme qui puisse être maternelle, qui puisse être mère, pense à dérober un enfant pour en faire quoi, on ne sait pas, est suffisamment grave. Et c'est peut-être le symptôme le plus protubérant de notre déliquescence sociale, qui va de plus en plus pointu. Donc, pour moi, je pense que tant qu'elle est à Douala, puisqu'on a quand même la preuve de ce qu'elle a migré vers Douala, ou alors qu'elle serait dans les environs du littoral, je pense qu'il y a des chances, il y a des moyens de mettre la main sur elle. Il faudrait qu'on le fasse et qu'elle soit punie à la hauteur de l'acte infâme qu'elle a failli commettre. Donc, Merci. il faudrait que la presse insiste abondamment dessus, qu'on la retrouve. C'est vrai que le journal L'Unité quand même est allé un peu loin en nous rappelant sa filiation et sa filiation collatérale, à savoir qu'elle est l'oncle de quelqu'un déjà qui a beaucoup de problèmes en ce moment et dont on ne veut pas forcément citer le nom. Ça me semble un peu rédhibitoire et surtout Je suis de ceux qui pensent que d'ajouter cela, c'est pas important. Mais peut-être une chose entraînant une autre, je ne veux pas le dire, mais je continue de penser quand même que parfois ici, il faut qu'on la traque elle, qu'on la retrouve, qu'on la punisse sévèrement. Très bien. Je suis de ceux qui pensent, et là je parle sous le contrôle de Bernardo, lui qui est juriste, que la responsabilité en droit reste individuelle. Hein. La responsabilité pénale. Pénale. Elle reste individuelle. Bon, maintenant si tu es une nounou qui cherche à voler tes bébés, je ne sais pas où, je ne sais pas si on doit forcément dire que non, c'est la nièce de Parfait ici. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas Parfait qui t'a envoyé aller voler les bébés. Évidemment. Donc, à ce niveau, notre confrère allait un peu loin, je ne sais pas où. Et je suis également de ceux qui pensent que quand quelqu'un a déjà beaucoup de problèmes, il faut pas en rajouter. Vraiment. Alors, docteur John Nyobé, des nounous voleuses, il y a eu une vidéo, il y a je pense 1 ou 2 ans, une vidéo devenue virale au niveau des réseaux sociaux, où on a vu une nounou tabasser un enfant pratiquement de 1 an, de 2 ans, de manière terrible, ainsi de suite, de suite. Elle ne savait pas qu'il y avait une caméra de surveillance à la maison. Parfois, ces nounous sont dotés d'un esprit diabolique. Oui, parfait. Je pense que il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que lorsqu'on commence à avoir certains signes, nous pouvons dire aisément que la société a atteint un paroxysme effectivement des faits apocalyptiques et la misère commence à régenter la misère. Vous savez, il y a une sagesse populaire qui dit que lorsque la nuit dure trop longtemps, les cris des oiseaux qui sortent de là ne deviennent plus humains. Blériot, lui, me dit souvent que lorsque quelqu'un a tellement mis long à la chasse, il commence à voir les fantômes. Tout à fait. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les affres de la pauvreté et que, comme le disait le copanéliste, lorsque nous sommes effectivement arrivés dans le mercantilisme des organes humains, nous sommes en bon droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. On appelle ça en sociologie des pannes de roulement. Des pannes de roulement où effectivement la rouille est en train de prendre la société. Il faudrait effectivement qu'on trouve un moyen pour arrêter cette tumeur sociale. Je pense que le fait divers qui a effectivement ces métastases, puisqu'il y a même quelqu'un qui est tristement célèbre, dont la malchance va en cascade. On en vient à trouver même ses nièces qui volent déjà les bébés. Alors que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, en droit, la responsabilité pénale est individuelle. C'est tout azimut, ou tous azimuts, et nous devons effectivement demander aux autorités judiciaires de pouvoir pleinement prendre leur rôle, fort à propos, pour pouvoir mettre fin à tout cela. Sinon, ça sera vraiment la sclérose, puisque on a l'impression que ça est devenu le principe dans notre société,
ces genres de faits divers. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Ambroise Médard Manga. Nous avons également appris que des nounous doués d'un esprit satanique par moment entrent en concubinage très incestueux avec d'autres satanistes pour un trafic d'organes humains. Voilà pourquoi vous avez une jeune dame à qui vous faites confiance, qui garde votre joli bébé à la maison. Vous lui laissez souvent ce bébé-là. Et un beau matin, vous rentrez. La nounou, comme nous les appelons au Cameroun, est partie avec le bébé, est allée le vendre au vampire pour qu'on puisse sucer le sang de votre bébé. Et Joatitus, nous avait dit, Joatitus n'est pas un vendeur de harengs, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui vendent les harengs, d'abord que ça coûte déjà trop cher. Et Joatitus nous a dit que dans ce pays qu'on appelle Cameroun, il y en a qui mangent les bébés à l'étouffer. Ils mangent le bébé dans le domba. C'est Joatitus, il est vivant, c'est pas moi. Il a m'écrit dans une méditation de prison. Et les nounous, par moment, sont mis à contribution. Votre regard? Parfait, ici, mes companélistes ont déjà eu à dire certaines vérités sur la situation qui prévaut au Cameroun aujourd'hui. On a dit la société en panne. Et lorsque la société est en panne, je disais que on est arrivé à ce niveau par rapport à la longévité du président Paul Biya au pouvoir. C'est la longévité du président qui fait en sorte que les nounous vendent les bébés. C'est ça qui fait en sorte que nous ayons tous ces problèmes. Parce que, voyez-vous, la politique implémentée par le renouveau depuis 82 ne donne plus, ne prospère plus, ne donne plus d'alternatives pour juguler l'inflation. Et c'est la vente des bébés qui va résoudre le problème. Maintenant, oui, ça fait donc, je vais vous dire pourquoi je le dis. Quand quelqu'un est ministre 20 ans, lui seul, il amasse pendant que l'autre famille... Le ministre Joseph Lé a apporté une réponse à cela. Vous savez ce que le ministre Joseph Lé a dit? Que chacun attend de son tour et chacun a sa chance. Donc maintenant, donc, la famine, vous savez, si vous n'avez jamais eu faim, vous ne pouvez pas comprendre, vous pouvez pas vous mettre dans la peau de ceux qui commettent certains actes à un moment donné. La famine est... Vous voulez justifier la vente des bébés? Oui, je justifie. Moi, je suis patriarche. Je dis la vérité. J'espère que vous n'êtes pas parmi les vampires. Non, je ne suis pas parmi. Mais je voudrais vous dire, lorsque vous avez des gens qui s'éternisent à la mangeoire, au détriment des autres, ceux qui ont faim seront poussés à commettre certains actes. Je dis ce qui se passe dans la société, pas que je suis d'avis, mais je voudrais apporter ici des éléments de réponse qui peuvent, vous avez suivi, Evelyne a emporté 1,3 million gardé à la maison. Quand on peut vous dire qu'on ne doit pas garder l'argent à la maison, plus d'1 million à la maison, vous gardez, alors qu'il y a des banques. Vous trouvez que c'est une entorse au fonctionnement des banques qui doivent mettre l'argent en circulation au profit des populations, parce que les banques ont pour vocation de garder l'argent pour faire tourner l'économie. Ça veut dire des prêts, des ceci et cela. Quand vous-même vous prenez 1,3 million, on doit déjà vous porter plainte parce que vous faites obstruction, vous faites ombrage à l'économie camerounaise. Parce que là, l'argent est stocké, alors que ça ne devrait pas. Maintenant, je m'insurge contre des personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire les nounous voleuses, les nounous qui ont des esprits malveillants. Mais j'invite les parents à faire des enquêtes de moralité. Il y a certains parents qui arrivent à faire des enquêtes de moralité avant d'engager ces nounous. Parfois, nous sommes souvent sous pression. Bon, il y a aussi ça. C'est ça qu'il faut. À quel moment nous allons faire mener ces enquêtes de moralité? C'est déjà la rentrée scolaire, les enfants vont aller à l'école, madame travaille, le monsieur travaille, on vous a présenté une jeune dame. À quel moment vous allez faire ces enquêtes? Oui, bon, non, il faut, voilà, si vous êtes un parent indélicat, vous n'allez pas trouver du temps. Je peux vous dire que quand vous voulez confier votre enfant à une personne étrangère que vous engagez à la maison, il faut aller se renseigner là où la personne habite, se renseigner sur sa famille,
de peur pour que le jour où il y a telle ou telle chose, qu'on puisse le référer rapidement. Très bien. Merci beaucoup. Muriel Andjé, vous êtes justement une jeune dame. À l'époque, moi, je me disais que la femme était maternelle. C'est ce qu'on nous enseigne aussi. La femme était maternelle, la femme était douce, la femme avait un cœur, la femme n'était pas méchante. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que des femmes brillent par des comportements hautement diaboliques et sataniques. Moi, j'ai envie de dire autant les femmes que les hommes. Ça, comme il faut le souligner. Pour l'instant, ce sont les femmes qui sont les nounous. Si vos statistiques sont bonnes, oui. Mais je dis quand même, le problème de nounous, il faut dire que c'est passé un peu la belle époque. Le temps de nos parents où, lorsqu'il y avait enfantement, il y avait toujours forcément quelqu'un qui était là pour vous aider par rapport à l'enfant. Au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'avoir un bébé, c'est un problème. Qui? Tout le monde est occupé. Il n'y a même plus une petite cousine au village, non, elle ne peut pas venir faire ça. Tout le monde est occupé et c'est normal, chacun a ses choses à faire, sauf que les parents commencent à y cogiter une fois que l'enfant est là. On va y cogiter avant de faire les bébés. Puisqu'on le voit, on sait bien que c'est compliqué. Déjà, vous rendez ce métier un peu dérisoire. Il y en a qui veulent prendre des nounous, on veut payer 25 000 francs. Pour qu'elle fasse quoi? Et puis après, on voit des vidéos seulement où elle va maltraiter, mais on ne verra pas la vidéo où comment est-ce que l'employeur se comporte envers la nounou. Il y a des nounous, elles vivent dans une maison, elles se sentent étrangères. Elles sentent qu'elle n'est pas de la maison. Il y a toujours un comportement qui ne s'y est pas. Et puis après, on vit parfois des choses horribles. Mais généralement, il faut un peu pousser l'interrogation de façon bien lointaine. Et cela peut amener la nounou à voler le bébé. Ça, vous voyez un voisin se comporter avec... Elle va vous avoir par où? Là où le bas blesse. Et parce que la nounou n'est pas bien traitée à la maison, il y a deux cas, elle peut donc avoir l'idée, un bon matin, je dois même voler le bébé si je l'amène. Il y a deux cas, perfecto. Il y en a, il n'y a rien à prendre chez vous. Elle va vous toucher ou le bas blesse. Il y a comme un bébé. Si elle ne sait pas où est-ce qu'elle peut amener l'enfant, quand vous n'êtes pas là, elle va maltraiter votre enfant. Quand vous rentrez, l'enfant ou l'enfant dort. On dit aux parents d'être vraiment très attentifs. Et l'enfant dort, c'est bon. Demain, on recommence. Et pourtant que l'enfant subit des traumatismes, tant qu'elle n'aura pas enlevé, vous pensez que la nounou n'est pas un problème dans la maison? Il faut souvent les contrôler. Également, il faut valoriser ce métier à la mesure où il faut vraiment prendre des personnes qui sont disposées psychologiquement d'abord. Parce qu'il y en a, on fait une plaque comme ça, quelqu'un se présente devant vous, elle sort je ne sais d'où, elle a l'air maternelle en votre présence. Quand vous n'êtes pas là, ce sont des pratiques occultes même. Elle vous initie l'enfant à des choses. Elle est nounou pendant 5 ans, 10 ans, vous en êtes fiers. Et pourtant que l'enfant est déjà vraiment, c'est-à-dire elle est braine dans une secte occulte dont vous ne savez rien. Les parents généralement négligent un peu ce cas de figure sans vouloir justifier les actes négatifs posés par les nounous. Mais je dis, les torts sont généralement partagés. On y va. Comme vous l'avez dit, on est dans la pression. Mais si nous sommes deux, on pense à faire des enfants et on se rend bien compte que maintenant faire des enfants, c'est compliqué. Si on doit prendre des nounous, il y a des agences là dehors. Mais vous allez voir un partenaire qui vous dit, moi, une nounou, 60 000 francs, non. Parce que pour lui, non. Or, ça garantit une certaine sécurité que de dire, il y a la cousine de tel qui va venir, mon ami, non. Il faut quelqu'un qui peut être garant de répondre des actes de la personne que vous amenez. Donc, je me dis, il faut prendre assez de temps, être assez responsable pour choisir une nounou. Une nounou, je vais chuter par là, une nounou, ce n'est pas une jeune fille, mais une jeune femme désœuvrée qui ne sait plus à quel sens se vouer. C'est une qui se dit, c'est un métier et valoriser ce métier. Merci. Madame, si vous permettez, on ne sera pas dans un ping-pong. Vous questionnez un élément qui est fondamental, mais dont vous êtes le principal responsable, pas négativement. Quel que soit le niveau de misère, on peut quitter un endroit pour un autre, à la recherche d'un meilleur confort. Sauf qu'aujourd'hui, et je l'ai dit, et vous finirez par me donner raison, la question de l'éducation n'est pas résolue au Cameroun. Et au fur et à mesure que le temps passe, l'éducation se liquéfie. Qui est garant ou qui est garante de l'éducation, de la formation sociale, pas académique? C'est la mère, c'est la femme. Aujourd'hui, on se plaint par exemple que beaucoup d'hommes sont bordels, beaucoup d'hommes sont violents. Qui éduque ces hommes-là parfois ici? Les femmes. On se plaint que les nounous sont voleuses. Elles sont dans des pratiques magiques peu commodes. Mais qui éduque ces nounous-là en majorité, ce sont les femmes. Donc aujourd'hui, il faut que les femmes se réconcilient avec leur éducation primordiale, à partir de laquelle elles intègrent, et tout à l'heure sera ma dénonciation, elles intègrent leur rôle primaire, leur rôle social, leur rôle de sécurisation, de protection et de transmission des valeurs.
Mais comme aujourd'hui, elles aussi sont plus intéressées à l'idée de mettre de nouvelles greffes, de très longs ongles, et de vouloir vivre, entre guillemets, comme les hommes, elles oublient que la conséquence peut être fatale. Donc aujourd'hui, cette dame, cette nounou-là, peu importe ce qu'on peut trouver comme élément atténuant son comportement, doit d'abord être sanctionné. D'abord. Maintenant, après, on lui demandera pourquoi tu as fait, parce que j'avais faim. Tu aurais pu démissionner, aller travailler ailleurs. Parce que là, c'est un esprit de vengeance, certainement, qui a émergé. Et on sait très bien que ta mère doit t'éduquer en te disant ne développe pas de la vengeance, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Bernard, il y a même d'autres cas. Moi, je ne parlerai pas peut-être de moi ici. D'autres, nous-mêmes, elles travaillent dans des bonnes conditions chez toi, mais elles trouvent quand même le moyen de te faire des coups. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas, parfait. Ici, peut-être je n'en connais pas directement, mais je n'en doute pas. Puisque vous savez très bien que l'esprit moi, humain est impréhensible. je connais une. Elle travaillait chez moi. Ah. Pour ceux et celles qui ont travaillé avec moi, je le dis à la télé, ils savent que je suis un exemple. Je m'arrange. Depuis ce qu'on donne à la nounou, là, c'est quoi? Même si tu donnes même 50 000 à la nounou, c'est rien du tout. Je m'arrange souvent de temps en temps 5 000, 2 000, 5 000, 2 000. Je me dis que ce sont aussi les petits avantages du métier. Mais un beau jour, cette nounou est restée casser la porte de ma chambre. Entre-temps, elle a cassé la porte. Elle cherchait certainement de l'argent. Elle n'en a pas trouvé. Elle était sûre que j'en avais trop. Elle n'a rien trouvé. Elle ne voulait donc pas partir. Elle attendait certainement encore perpétrer un autre coup. Madame m'appelle, elle me dit, mais on a eu une situation ici. Je dis quoi? Elle me dit, là, quand il est arrivé, la nounou lui a dit qu'il y a un monsieur qui est venu. Le monsieur a dit qu'il était envoyé par ma femme pour venir prendre l'argent de la cotisation. Vous entendez une histoire? Il dit quel argent de la cotisation? Ma femme n'a dans aucune cotisation. Et maintenant, la nounou lui a dit qu'il n'y avait pas de l'argent. Le monsieur lui a dit que non. Madame a demandé de prendre dans la chambre. Et le monsieur a commencé à forcer la porte. Bon, quand ma femme a commencé à railler, il faut arrêter ce genre de cinéma-là. Là, c'est un film. Et de la nounou, là, où? Elle me dit, je dis, il faut l'arrêter. C'est elle. Effectivement, c'était elle. Maintenant, comme un crime n'est jamais parfait, parce que le lendemain, elle revient. Donc, elle voulait continuer à travailler, en attendant certainement perpétrer un autre coup. Je vous dis, certaines nounous sont, il faut chercher, elles sont soit envoûtées. Ce sont des agents du diable. On prend notre verre d'eau. La dénonciation, c'est ce fait de société qui vous énerve. Dans votre quartier, dans votre localité ou bien dans votre pays, venez à Info TV et nous ferons le reste. La dénonciation de ce matin est une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, aujourd'hui, je dénonce une nouvelle forme de violence. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une catégorie de jeunes filles âgées entre 20 et 35 ans qui se disent être des féministes, entre guillemets, 2.0. Qui s'attaquent systématiquement aux hommes qui tendent à avoir des positions dans lesquelles ils rappellent aux femmes quels sont leurs rôles sociaux. Elles deviennent violentes, elles deviennent agressives et surtout tentent de museler toutes les personnes qui veulent faire comprendre que la femme n'a pas à se comporter ou à vivre dans la société comme l'homme. Donc la question du féminisme aujourd'hui vraiment interroge de manière assez profonde. Il existe à mon sens une idée primordiale du féminisme dans laquelle on défendait ou alors on visait à améliorer la condition de la femme. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une variante qui est née dans laquelle on parle notamment d'égalité entre guillemets homme-femme. Et ça, vraiment, c'est promu partout, surtout en Europe, etc. Mais je pense que les femmes africaines doivent voir la réalité différemment. Donc, j'ai pensé soumettre au début une question. Aujourd'hui, quelle place accorder aux féministes 2.0? Celles qui deviennent agressives, qui pensent qu'elles doivent faire les mêmes choses que les hommes, qui pensent qu'elles n'ont pas le droit d'être des épouses, mais doivent être des concurrentes de leur mari. Celles qui estiment que ce que l'homme fait, la femme doit faire, et donc qui s'atrophient de toute mission sociale existentielle. Donc il faut qu'on en parle. Je vais encore bien comprendre. Hein. Vous dites qu'elles excellent sur les réseaux sociaux. Oui, parfait, ici. Vous les appelez féministes 2.0. Bon, c'est moi qui ai dit 2.0. Elles s'appellent pas 2.0. C'est moi. En fait, comme je veux dire qu'il y a eu une version initiale de féminisme qui est né, c'est un mouvement. Et puis, ce mouvement-là était porté par des personnes. Elles en font partie. D'accord. Ce mouvement était porté à l'époque par des personnes, par des femmes surtout, et même par des hommes qui estimaient qu'il fallait quand même réévaluer le statut de la femme dans la société. Il fallait qu'elle puisse avoir accès au vote, avoir accès à l'éducation, avoir accès à certaines conditions de vie meilleures. Sauf qu'aujourd'hui, certaines estiment que l'homme et la femme
sont non seulement des valeurs égales, mais surtout doivent vivre en compétition avec la phrase forte et indépendante. J'ai pas besoin d'un homme. Je ne dépends pas d'un homme. C'est des phrases qui ont vraiment pignon sur rue, sur la toile. Et je pense qu'il faudrait quand même que ces jeunes femmes-là soient profondément rééduquées. C'est vrai qu'elles sont instruites et elles pensent que l'instruction, c'est l'éducation. Gros leurre. Il faudrait qu'on leur fasse comprendre ce qu'elles doivent comprendre substantiellement. Je passe d'abord la parole au docteur John Yobé pour son commentaire. Oui, parfait. Je pense que j'ai émis un slogan tout à l'heure. Peut-être je vais rentrer en profondeur. J'ai dit que nous sommes arrivés à une phase où la société, la misère régente la misère. Il y a ce qu'on appelle les fantaisies individuelles et qui sont en train de prendre le pas sur le corps social, le contrôle social. Parce que lorsque nous étions encore tout petits, nous qui avons eu la chance d'être éduqués par nos grands-parents, on comprenait vraiment que le contrôle social, le corps social, la société avait une même mise sur effectivement l'éducation. Et c'est cette éducation, comme disait le juriste copanéliste tout à l'heure, qui fait en sorte que nous ne puissions pas avoir des satanistes, comme on dit, des sorciers et des vampires et finalement des nounous qui mercantilisent des organes et qui font n'importe quoi. Ces fantaisies individuelles ont atteint le paroxysme aujourd'hui. Et nous avons donc les courants sociaux, comme celui et ce néologisme qu'il a créé, comment on l'appelle, féminisme 2.0, qui effectivement est même entré dans une scène de concurrence. Scène de concurrence. Et c'est le moment effectivement de prendre le taureau par les cornes pour mettre fin, comme j'ai dit, à ces pannes de la société, que moi j'appelle pannes de roulement en sociologie. Et c'est le corps social devrait pouvoir quitter de ces landerneaux et se réveiller, parce qu'il y a une certaine léthargie. Et cette léthargie est due au fait que ces fantaisies individuelles prennent un peu le pas sur effectivement le corps social. Revenons peut-être aux fondamentaux de l'éducation et de nos valeurs, parce qu'une société, c'est des valeurs. On est en train de faire des sorties de pistes. Et cela vient effectivement liquéfier et j'allais même dynamiser les valeurs qui sont les nôtres au Cameroun et en Afrique. Toutes ces valeurs-là, il y en a plusieurs et nous pensons que les réseaux sociaux, la mondialisation, avec cette humain social qu'on appelle les novelas, je n'ai rien contre les dames. Tumeur sociale. Oui, qu'on appelle novelas. Oui, c'est vraiment des métastases à nul autre pareil. Incroyable. Et nous avons nos réalités. Au lieu de domestiquer, tropicaliser nos réalités, les femmes veulent vivre effectivement comme des Brésiliens et tous ces floraisons. Oubliant que ce sont que des films. Hein. Alors que ces valeurs mercières ne sont pas les nôtres. Très bien. Essayons donc de nous approprier nos propres valeurs, mais je pense que, comme on dit, le corps social a un rôle à jouer. Les femmes, nos mamans, ont un rôle à jouer, et nous, les pères, cessons effectivement d'être laxistes, essayons d'être un peu plus présents dans l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup, hein. Ambroise Médard Manga, ces dames qui passent donc le temps à faire comprendre que elles sont au même niveau que les hommes. Ma vie ne dépend pas d'un homme. Ce qu'un homme fait, moi aussi je peux le faire. Elles deviennent même à la limite arrogantes, prétentieuses, ainsi de suite, ainsi de suite. Elles sont dans un leurre ou bien elles tournent leur film? À la fois. Les deux à la fois. Et je voudrais dire que cela est le propre des prêtres et pasteurs. Ah bon? Oui, chacun son responsable. Oui. À ma gauche, c'est Novelas. Oui, toi, tu indexes les prêtres et les pasteurs des nouvelles églises. Parce que à l'avènement des sociétés, des associations religieuses,
on avait présenté la valeur de l'homme au centre de tout. On avait présenté une éducation responsable. Et aujourd'hui, vous voyez ces jeunes dames qui vont dans les associations religieuses avec des perruques, des fossiles, des ongles kilométriques, tout est faux. Elles sont frêlates. Quand vous voyez, toutes les femmes sont fausses. Sauf Muriel. Là. Non, je dis qu'elle-même sur le plateau, elle est fausse. Mais je suis patriote, je dis la vérité. J'avais vu au sommet de l'État. Oui. Ça m'a éclairé de voir la première personne dont on dit la première dame. Non, je parle un peu. Non, permettez, je dis. Là, je vous tiens à l'œil, hein? Non, je dis seulement que ça part de là, l'exemple. Non. Non, je dis que. Vraiment, prenez un autre exemple. Prenez un autre exemple. Non, mais c'est alors, je suis patriarche. C'est pour cela que non, vraiment, le patriarcat, ça ne marche pas ici. Voilà. Pourquoi alors on se plaint? Nous ne devons plus nous plaindre si la société est devenue ainsi. Parce on peut copier quelque part. Et c'est pour cela que je dis, si nous ne nous disons pas les vérités, on va beau aboyer, on va beau faire ceci, on va beau crier, on va beau parler. Bon, peut-être que c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Alors je dis que les femmes recommencent à être bien éduquées. Les femmes doivent comprendre que, la société doit comprendre que l'homme, c'est le pilier dans la société. La femme, c'est le soutien inconditionnel de l'homme. Alors aujourd'hui, lorsque les femmes disent que, je vois ça sur les réseaux sociaux, il faut trouver du travail, tu t'en passes de l'homme, il faut s'en passer de l'homme parce que avec le travail est mon mari. Je lis ça sur les réseaux sociaux. Vous avez des frissons. J'ai des frissons parce que les femmes ont tourné le dos à Dieu. Et c'est ça le résultat qu'on a aujourd'hui. Si chaque femme se remet dans sa peau d'éducatrice, je voudrais dire, de gérante de la famille, parce que c'est elle qui gère la famille. Aujourd'hui, Muriel est là en télévision. C'est pour chercher quoi manger à la maison. C'est normal. C'est normal. Mais oubliant que elle doit travailler avec des heures précises pour rentrer au foyer, éduquer les enfants. Vous voyez, aujourd'hui, on vient de parler des nounous. Madame sort, monsieur sort, une étrangère reste avec les enfants à la maison de 6h jusqu'à 20h parce que madame va arriver à 20h, monsieur va arriver le lendemain. Parce qu'il y a même les jours de 48 heures chez les hommes. Donc, vous trouvez donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'éducation. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, que même les prêtres et les pasteurs à qui on avait encore confiance, ils n'attendent que leur quête le dimanche. Basta. Et le reste, c'est fini. Merci donc aujourd'hui, il est question que tout le monde se ressaisisse et reprenne sa place. Merci beaucoup, hein. Muriel Andjé, les femmes sont à la barre, hein, alors que c'est votre semaine quand même. Les hommes devraient être un tout petit peu indulgents, mais je suis désolé que sur ce plateau, on est en train de clouer les femmes. Disons aussi, hein, Muriel, que certaines femmes exagèrent quand même avec ce que Bernardo appelle là ce féminisme à nul autre pareil. Elles sont arrogantes, d'autres passent même le temps à insulter, toujours en train de vouloir être dans une permanente compétition avec les hommes. Est-ce que c'est pas peine perdue? Moi, je dis c'est peine perdue pour celles des personnes quand même qui sont aguerries. Celles des personnes qui savent que on ne peut pas nous vendre du vent, vraiment. Parce que sur la toile, on va ramasser un peu de tout. Et cette histoire de féminisme qui monte d'un cran, parce que vous avez en face parfois des supposées, parce que moi, ne m'influence pas, des supposées influenceuses qui sont un peu incapables de nous montrer un pan de leur vie et pour justifier ce côté qu'on ne connaît pas et qui doit être un peu bizarre. Et surtout que nous ayons quand même une traçabilité. Voilà, elles vont
j'allais vous dire hashtag femme forte et indépendante, mais j'aurais préféré que ces femmes fortes-là soient fortes en famille. Qu'on voit une femme qui se démerde hors de la famille et dans la famille, qui peut gérer le boulot, l'aspect professionnel et l'aspect familial. Parce qu'elles font des enfants. C'est là que ça nous intéresse, parce que femme forte, indépendante, célibataire, avec un enfant, ça va dans tous les sens. Que vont devenir ces enfants? C'est quoi cet exemple? Alors, au lieu de rester dans leur coin, à inculquer ces valeurs-là à leurs enfants, elles emballent un peu tout le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir des femmes qui se revendiquent pouvoir tout faire, n'ont pas besoin de l'homme à côté. Je dis non, il faut faire la part des choses. C'est vrai que j'aime pas trop l'expression, mais à un moment donné, il faut le dire. Il faudrait que la femme prenne sa place, qui n'est pas une place dérisoire, hein. Qui n'est pas une place dérisoire, parce qu'il y a des hommes aussi, quand on dit que oui, madame prend ta place, la place qu'on doit avoir, madame là, non, c'est pas, il y a place et place. La place est tellement réduite. Oui, c'est ta place, soit mets les tais-toi, tes diplômes là, mets dans la cantine, reste calme ici. C'est ça qui révolte souvent. Donc, une bonne place. Une place à la hauteur de la femme que vous aimez. Elle va aimer cette place-là, une place de reine. Une place de reine ne veut pas dire que si elle pas vous taisez, ça ne veut pas dire que si elle a un background supérieur, elle doit tonner. C'est pas ça. La femme doit comprendre que sa douceur, elle doit la garder sur tous les plans possibles. Qu'elle ait un plus gros salaire que monsieur, vraiment, elle doit garder sa place de femme. Et moi, je ne pense pas, je n'adhère pas à ce féminisme 2.0 parce qu'elle nous mente là-dehors. Elle nous mente. Elles finissent de nous enflammer comme ça sur la toile et puis elles passent vivre leur réalité. Nous, on se retrouve ici avec les bagages dehors. Et puis on se retrouve après de regretter. Je pense que ce que vous dites même là est fondamental lorsque vous dites qu'elles vous mentent. Moi, je me méfie toujours des femmes qui, officiellement ou bien devant le public, montrent toujours qu'elles sont extrêmement fortes. Elles peuvent tenir tête à norme. Elles sont indépendantes avec tout ce tralala. Mais, Muriel, curieusement, certaines de ces femmes sont d'une soumission dans leur foyer. Et si tu arrives dans ce foyer, tu vois comment la femme est soumise, tu te vois que c'est qui? C'est pas la femme qui tournait Landry conférence là-bas, qui disait que non, un homme ne peut pas lui faire n'importe quoi, ainsi de suite. Donc, vraiment, moi, je me dis que les filles qui se laissent embobiner par ces discours-là doivent faire très attention. J'allais même compléter. Oui, docteur. J'allais compléter en disant que l'enfant, et surtout la jeune fille, est un vide et on y met ce qu'on veut. Quand j'ai fini de dire ça, il faudrait que les parents fassent ce qu'on appelle la reprise à main de l'éducation des enfants intramuros, pour que extramuros, on ne puisse pas effectivement être vulnérable à tout ce qui est mondain. Merci beaucoup. Bernardo, est-ce que nous sommes obligés de revenir encore à la base? La base étant ici, selon moi, l'éducation. Vous allez permettre que je dise des choses qui peuvent choquer. Non, vraiment, non. Moi je vous tiens à l'œil. Ça c'est mon devoir également. Si ce sont des choses qui ont choqué, je vais vous interrompre. Oui. La première des choses que je vais dire, c'est que je vais répéter ce que j'ai dit hier et avant-hier. Les éléments du déclin de l'Afrique par rapport à l'Occident sont premièrement la question religieuse et spirituelle, premièrement. Sur ce plan-là, sur le plan spirituel, il faut noter que le mouvement féministe est un mouvement maçonnique. Ah bon? Oui. L'objectif est de réduire la population mondiale de manière à la contrôler les richesses. Et pour cela, plusieurs éléments ont émergé. Vous avez les vaccins, vous avez notamment, je prends les éléments factuels, la notion d'émancipation de la femme. Parce que plus une femme est instruite, moins elle accouche. Plus une femme est scolarisée, moins tôt elle accouche. Donc, c'est une question spirituelle parce qu'elle est pensée par des personnes qui ont proposé un modèle de pensée pour contrôler le monde et les masses et qui l'ont inféodé à toutes les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vous disent « je suis universel ». Parce que beaucoup pensent que la pensée occidentale est universelle. Elle n'est pas, elle n'est qu'occidentale. Sur le plan religieux, donc maintenant, pour aller un peu plus bas, la société africaine primordiale est matriarcale. Il n'y avait pas ce genre de problème parce que la femme était au centre de tout. Elle gardait les richesses, elle était dotée, elle gardait les secrets. Sauf qu'en avançant, le tandem islamo-chrétien est venu installer progressivement un patriarcat rude et sauvage. Et donc, lisez les livres saints de ces religions, vous allez voir que les femmes qui y sont décrites sont des esclaves, entre guillemets, en pratique. Donc, par cette pensée-là, les femmes se sont retrouvées être assujetties, être aplaties, et donc on fait naître en elles une rébellion fondée et légitime. Le second aspect est l'aspect éducatif. Aujourd'hui, parfait ici, le problème majeur est celui de l'éducation. Pourquoi? Parce que
pour pouvoir avoir une société équilibrée, il faut qu'il y ait une base éducative reposant sur une spiritualité plus ou moins équilibrée. Aujourd'hui, le monsieur qui est en face et la dame qui est en face et moi éduquerons nos enfants différemment. Elle pourra dire, j'éduque mon enfant seulement par rapport à la Bible. Lui, il pourra dire par rapport au Coran. Moi, je pourrais dire par rapport au Mbok. Ce qui fait que on ne pourra jamais avoir une masse critique de personnes éduquées sur le même fondement pour construire une société à moyen terme qui sera équilibrée. Regardez bien l'Europe. L'Europe se fonde sur le cartésianisme et le christianisme. L'Europe ne veut pas se faire avec l'islam. C'est pour cela que la Turquie n'est pas l'Union européenne. Parce qu'elle est majoritairement islamique. Regardez l'Asie avec ses cultes hindouistes, bouddhiques et le reste. Sauf que l'Afrique, justement, est tellement pénétrée que on ne peut plus éduquer les enfants de manière équilibrée. Pourtant, on devrait, à partir de nos fondements spirituels, construire un modèle éducatif dans lequel la femme a une place de choix, une place importante et qu'elle reconnaisse son rôle. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes voient les choses selon qu'elles soient africaines, occidentales, asiatiques ou sud-américaines. Donc, elles sont elles-mêmes troublées par différents éléments qui les pénètrent et qui les inféodent. Maintenant, pour sortir sur la question des valeurs africaines et du rôle de la femme. 1. La femme est l'énergie froide. La femme est la lune, l'homme est le soleil. La femme est censée retenir le mouvement expansionniste de l'homme qui veut toujours aller vers l'extérieur. 2. La femme est la gardienne des secrets et des mystères. 3. La femme reçoit, transforme et multiplie ce que l'homme lui donne. La forme des sexes le prouve. Dieu n'était pas fou. Ah bon? On a un sexe masculin qui est expansionniste, qui est ensemenceur. Un sexe féminin qui est réceptacle, qui transforme et qui multiplie. Vous donnez une bouteille, vous faites un enfant. Donc ça se voit même au niveau des sexes. Est-ce que Dieu était fou de concevoir les choses d'une certaine façon? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Dieu est un grand architecte. Mais bien sûr, c'est un architecte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faudrait que les femmes elles-mêmes rentrent dans les fondements éducatifs à partir desquels elles réalisent que on a un rôle à jouer. Les femmes et les hommes ne seront jamais égaux. Pourquoi? Parce que l'égalité n'existe pas entre deux valeurs purement différentes. On parle au mieux d'équilibre, au moins de complémentarité. L'homme et la femme sont complémentaires, ils ne sont pas en compétition. Donc celle qui pense que je suis ce que je suis, l'homme est ce qu'il est, je fais ce qu'il fait, elle est stupide. Parce qu'elle doit être le versant, papa ici de la dualité, elle doit être l'autre versant de ce que l'homme est. Alors les femmes comme ça, non, je ne suis pas insultant. Je les rééduque. Il faudrait qu'elles apprennent à rentrer dans leur village, aller voir comment leur mère vivait, éventuellement intégrer les mutations sociales. Une femme peut avoir un emploi, c'est normal. Sauf qu'il faudrait que son emploi-là soit un élément additif pour la vie de famille, et non un élément de compétition par rapport à son mari. Donc aujourd'hui, qu'elles prennent acte de leur rôle primordial, qui est de sécuriser, de protéger et de retenir l'homme qui est expansionniste dans son mouvement naturel. Merci Bernardo pour cette démonstration, parce que ça a tout l'air. J'espère que les femmes vont vous envoyer les cœurs tout à l'heure, j'espère. Lisons quand même quelques messages. Bonjour le panel, n'oubliez pas que les femmes n'ont pas besoin d'un homme... N'oubliez pas que les femmes qui n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie, c'est juste parce qu'elles ont besoin de plusieurs hommes. Elles veulent être libres, juste pour faire... oh là là. Apprenez souvent à bien écrire, hein. On saute. Qu'est-ce qu'on dit là? Monsieur Parfait, ici, juste vous dire que sur le plan professionnel, vous êtes un excellent journaliste. Vous avez réussi à attirer nos regards vers Info TV. Cette chaîne a une façon élégante de passer l'information aux téléspectateurs. Monsieur Basson, votre panéliste est un jeune homme qui semble brillant. Patrick Ndongo, depuis l'Estonie. Ah oui. C'est le 372, hein. Donc c'est l'Estonie. Merci beaucoup de nous regarder de ce côté. Autre message, et là je vous emmène au plus 216. Il s'agit de quel pays là? La Tunisie. D'accord. Bonjour Parfait, et à vous en studio. Vu la situation qui se passe en Tunisie, voilà la Guinée-Conakry qui est venue chercher leurs compatriotes depuis hier. Ils sont déjà à Conakry. La Côte d'Ivoire a déployé un avion et déboursé 1 milliard de francs CFA pour les insertions chez nous. Au Cameroun, on attend que tous les Camerounais meurent tous ici avant de réagir comme dans les films d'action où la police vient tout en retard. J'ai des vidéos
que je vous ai fait parvenir pour que vous-même, vous voyez, mais si c'était pour donner des instructions de prendre l'argent dans les lignes 57, 67, 94, la réaction serait immédiate. Vraiment, ce pays tue les jeunes. Parfait, je connais les effets des médias. Si vous relayez l'information, comme dans l'affaire de Martinez, je pense que les choses vont changer de ce côté. Merci beaucoup, Valdez. Bon, Valdez, nous prenons ce sujet pour demain. Oui. Bernardo et moi, nous allons d'abord nous concerter pour mieux comprendre même cette actualité. Je sais ce qui se passe, mais j'ai dit pour mieux comprendre. Donc, à demain pour un peu plus de précision. Autre message ce jour. Je voudrais dire à nos amis qui s'amusent à nous appeler que c'est peine perdue, hein. Vous appellerez jusqu'à après-demain. Personne ne vous prendra au téléphone. Donc, ici, nous sommes sérieux, nous travaillons. Chères femmes, est-ce que vous savez que vous êtes les véritables chefesses de camp? Les femmes les plus avisées savent que c'est elles qui tiennent les rênes. Celles qui font les déclarations sur les plateformes médias cherchent seulement les likes et les vues dans celui où celle qui va les écouter plongera. Basson, elles ne vont jamais rentrer dans leur village pour puiser la sagesse. Lol. Et qui va s'occuper de leur compte Facebook et YouTube? Généralement, ce sont les femmes non mariées qui se comportent ainsi. Si une mariée veut les écouter, bon pied la route. C'est Jean-Christ qui envoie le message. Autre message ce jour. Perfecto, voici une femme forte et indépendante à 40 ans en train d'assister à un séminaire d'un coach Facebook sur le thème « Comment se faire épouser après la ménopause ». Incroyable. Un autre message. Bonjour le panel, belle émission. Bernardo, tu es un vrai homme, s'il te plaît. Si tu n'es pas encore marié, je te donne ma grande sœur. Bernardo, tu es preneur? Tu réponds en off? Autre message ce jour. Bonjour monsieur Parfait ici. Les femmes ont déjà dans leur vie familiale et amoureuse remplacé l'homme. L'époux par l'artificiel, les quoi? Les godoumichets? Oui. Wow. Parce que parfait ici, Dominique. ces femmes que vous voyez là, beaucoup d'abord sont mentalement frustrées, peut-être par des déceptions. Du coup, elles développent un mécanisme d'autodéfense. Et le plus gros mensonge du 21e siècle, c'est celui d'avoir fait croire à la femme qu'elle peut vivre sa sexualité comme l'homme. Ça n'existe, c'est pas possible. Un homme qui est dépravé sexuellement, c'est pas bien. Ouais. Mais c'est moins fatal qu'une femme qui l'est. Merci beaucoup. Il n'y a rien à faire. Donc beaucoup utilisent les godes, les zizi artificiels. Ces femmes-là, oui, beaucoup les utilisent parce que... Est-ce que ça peut remplacer le truc? Jamais, pas faire ici. Comment? Même la sueur seulement qui se développe sur la femme, là, c'est déjà quelque chose d'assez... Original. Original, donc... Ça fait partie du job. Ça fait partie du game. Donc... Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Perfecto, je vois que dans l'argumentaire de Bernardo concernant la dénonciation, tu as seulement retenu la forme des sexes de l'homme et de la femme. C'est Daryl de Mendon. Daryl, il faut quand même retenir quelque chose. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, trop de messages, hein? Je prends celui-ci. Bonjour le panel. Bernard Basson, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme une maman aime son fils, comme une grande sœur aime un petit frère. Je bois tes interventions comme du petit lait. Tu parles tellement bien, tu maîtrises ta chose. Merci de nous dire, de redire ce que nous sommes. Léocadie depuis Yaoundé. Ah ouais. Léocadie, pourquoi tu insistes sur le style d'amour que tu as envers Bernardo? Parce qu'il ne faut pas créer de confusion. Même si c'était l'autre style-là, est-ce que c'est mauvais? C'est humain. Hein, Léocadie? Merci. Et Bernardo qui monte aussi, il dit merci. Alors que il y a un autre amour qui est mieux. D'accord. On prend cet autre message. Lorenzo de la capitale nous envoie un message là. Alors qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Chapeau à monsieur Bernard Basson. L'égalité de sexe que les femmes réclament est un faux problème de nature différente.
ne peuvent pas être comparés. Ils se complètent. Chapeau encore à Bernard Basson pour sa démonstration. C'est donc Lorenzo de la capitale. Autre message ce jour. Bon, allons un peu prendre les messages qui sont venus un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour perfecto. Et il n'y a plus que tout autre problème qu'on doit résoudre au Cameroun. C'est celui de l'éducation. Soyons réalistes. La première ressource, c'est la ressource humaine. Ces femmes qui délaissent leur rôle éducateur pour venir livrer une comparaison aux hommes. Toujours que comparaison n'est pas raison. Toujours est-il qu'elles sont encore les plus touchées. Elles sont chez les pasteurs et marabouts. C'est Eric de Ngusso. Un autre message... rapidement ce jour. Oh là là. Tellement il y a des messages que mon téléphone Bernardo, nous avons des soucis avec ce téléphone dernière génération. Qui est déjà... Alors que je voulais prendre un message qui venait du 213. Ah, dommage, je ne vais pas le prendre. C'est pas l'Algérie. Je ne vais pas le prendre. Oui, le 213, c'est l'Algérie. Nous prenons encore un verre d'eau. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous pencherons sur cette sortie du ministre de la Communication au Cameroun, René Emmanuel Sadi, qui est revenu une fois de plus pour parler de l'affaire Martinez-Zogo de manière substantielle. On retiendra que l'Umincom demande à la presse d'être un tout petit peu prudent. Je commence par Ambroise Médard Manga. L'Omincom pense d'abord que nous voulons faire un faux procès à l'ordre gouvernant en estimant que ce gouvernement ne communique pas, qu'il est resté silencieux. Selon l'Omincom, l'affaire est en justice, entre guillemets, et donc on regarde. Vous pensez que c'est une meilleure posture pour l'Omincom? Parfois ici, c'est pas une meilleure posture pour le ministre de la Communication. Je pense que, d'après mon opinion, le René Emmanuel Sadi devrait occuper au prochain remaniement ministériel, s'il y a encore le poste de ministre des Relations extérieures. Là, il va aller faire la diplomatie. Il y a eu accident de train dans un pays là hier. En Grèce. Et du coup, le ministre des Transports a démissionné. Sur le champ, il a démissionné. L'accident a fait 36 morts sur le carreau et de nombreux blessés. Et le ministre a rendu son tablier. C'est la même chose, mais comme on n'a pas la culture de la démission au Cameroun, c'est l'éternel pouvoir, le pouvoir pour l'éternité. Le ministre de la Communication, je voudrais dire ici que les journalistes n'évoquent pas le contenu des enquêtes. Aucun média camerounais n'a évoqué ce qui est contenu dans les enquêtes prescrites par le chef de l'État depuis le début. Nous sommes aussi des enquêteurs. Il faut que le ministre de la Communication le sache. Nous sommes des enquêteurs. Et en tant que tels, nous avons le devoir de donner les bribes d'informations liées à une actualité au peuple. C'est le rôle du journaliste. Nous ne sommes pas... Vous n'avez jamais vu un média qui allait voir le commissaire du gouvernement et lui demander ce qui s'est passé avec le renvoi de tel ou tel set. Vous n'avez jamais lu dans une presse ou bien regardé dans une télévision les dessous des enquêteurs du set et de la police. Le procès qu'on fait à la presse est un faux procès. Hier, j'étais à une réunion et le communiqué du ministre, le ministre de la Communication est revenu sur une actualité du 11 février concernant nos confrères étrangers. Et ça a fait de février, depuis le 11 février jusqu'à 3 semaines après, le MINCOM arrive à faire une sortie. Je me suis entretenu avec un responsable de ce ministère. Il m'a expliqué ce qu'il pouvait m'expliquer parce que je lui ai dit ce communiqué n'était plus opportun. Quelque chose, une actualité du 11 février, le gouvernement camerounais vient riposter 3 semaines après. 3 semaines.
Vous comprenez là que le Cameroun est en retard de plus de 40 décennies. Ah bon? Oui, sur le traitement de l'information. Parce que c'est la proactivité. C'est du réponse, c'est-à-dire Du du tic au tac. Mais ce responsable du ministère de la Communication m'a fait comprendre que non. Comme un ancien ministre de la Communication disait souvent que le temps du gouvernement n'est pas celui des journalistes. C'était Issa Issa Chiroma Bakary. Bakary. Il disait que le gouvernement avait son temps, sauf que dans ce temps-là, il y a des comptes à rendre au peuple. Parce que vous ne pouvez pas manger une nourriture qui a dormi 15 jours sans être réchauffée. Parfois ici, ça ne va pas passer. Vous serez intoxiqué et c'est ce que le ministre Sadi fait avec ses communautés qui viennent un mois après. Vous avez vu quand Kiruma était là, dès qu'il y a une action, action et il y a la réaction. Mais on se plaignait tout de même que le gouvernement camerounais est toujours à la défensive. Le gros du problème, c'est que le gouvernement attend que des situations surviennent au lieu d'anticiper. Sur l'affaire Martinez-Zogo, le peuple a soif de la vérité. Et nous sommes déjà un mois et plus. Dans un pays normal, on devrait déjà avoir toute l'information concernant cette affaire. Dans un pays sérieux, je le dis toujours. Mais on veut, il y a un responsable de la République, je le dis à mon vision, qui a dit: nous avons pour mission de vous rendre la vie difficile, vous de la presse privée. Et oui, il m'a dit, je ne te le dis pas en tant que journaliste, mais je te parle déjà comme un frère. Mais il faudrait que tu saches que nous avons pour mission une autorité qui dit: nous avons pour mission de vous rendre la vie difficile. On ne peut pas Une vous autorité en fonction. incroyable. En fonction, je Vous le de dis, la presse privée. nous avons pour mission de vous rendre la vie compliquée. On ne peut pas vous donner le pouvoir et vous donner encore le nerf de la guerre. L'argent. Ça veut dire que vous allez nous écraser. Un autre m'avait dit: parfait, toi aussi. On ne peut pas te donner la célébrité et on te donne encore l'argent. L'argent. Oui, effectivement. C'est-à-dire, Donc, toi, quand même, sois célèbre, quand mais laisse-moi on- avoir l'argent. et le problème qu'il y a au Cameroun, c'est que on ne voudrait pas qu'on dise ce qui doit être dit. Merci Ambroise. Je vais permettre à John, Dr John, de réagir. Mais avant qu'il ne réagisse, je lis un extrait du communiqué du ministre René-Emmanuel Sadi. Il dit ceci: à ce sujet, il convient de relever que toute communication intervenant sur une affaire, alors qu'une enquête de police judiciaire est en cours, est encadrée par les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, qui dispose en son article 102, alinéa 1, que la procédure durant l'enquête de police judiciaire est secrète. Toutefois, le secret de l'enquête n'est pas opposable au ministère public. On peut dire que les journalistes doivent cela boucler. C'est ça? Oui, je pense que le ministre de la Communication a bien fait de citer l'article 102 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire la loi numéro Code pénal. Code, Du code pénal. voilà, du Code pénal de 2016, 2016. sans citer effectivement son alinéa 4 qui vise spécifiquement les journalistes. C'est-à-dire qu'en son alinéa 4, on dit bien que tous les communiqués qui sont faits par les OPJ ne doivent être publiés sans commentaire. Le journaliste, donc, effectivement, qui tombe sous le coup de cette infraction sera puni par les articles, je crois, 169 et 170 du même code. Donc, je pense que c'est là où il demande que les journalistes la bouclent. Mais seulement, il faudrait qu'on puisse, nos téléspectateurs puissent comprendre la genèse de cette affaire. Allons-y. Parce que dans une autre vie, je suis docteur en droit. Allons-y. Vous devez comprendre que nous sommes dans le tribunal militaire. Et il faut comprendre quel est le rôle du ministère public dans un tribunal militaire. On a deux lois. Une loi qui a un caractère général,
c'est-à-dire que la loi numéro 2005/007 du 27 juillet 2005 portant pro de procédure pénale, et on a une autre loi, effectivement, de 2017 sur la justice militaire. Comprenez par là que c'est le doyen Joël Hubin de la faculté Notre-Dame de Namur, qui a été un de mes maîtres, qui nous rappelait que le procureur, dans le sens classique, est l'avocat de l'État. Mais vous devez comprendre que le procureur était effectivement l'avocat de l'État lorsque nous étions dans le code d'instruction criminelle de 1997, qui a été abrogé par cette loi de 2005. Le procureur, avec les valeurs nouvelles, est devenu l'avocat de la société. Comprenez cette différence. Lorsque le procureur était l'avocat de l'État, c'est lui qui était juge d'opportunité de poursuite et c'est lui qui engageait directement le suspect au tribunal. On a donc institué effectivement un juge d'instruction. Juge d'instruction qui est né de la loi de 1808 par Napoléon Ier. Parce que après la Révolution française de 1789, Napoléon Ier avait institué ce qu'on appelle le jury d'accusation, qui est devenu juge d'instruction, et le juge de jugement qui est devenu la cour d'assises. Nous l'avons ici au TGI. Seulement, le Cameroun brille par une exception. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les civils sont jugés au tribunal militaire. Lorsqu'effectivement les faits qui ont été reprochés impliquent par exemple une arme, ou alors récemment une loi qui a institué effectivement le terrorisme. Ou si effectivement ici à l'antenne vous dites n'importe quoi, on dit que vous êtes terroriste, on vient vous prendre. Ça fait effectivement. En tout cas, ce ne sera pas le cas. Et nous violons là l'article 45 de la Constitution camerounaise, qui stipule que les conventions et accords qui sont régulièrement ratifiés ont autorité supérieure aux normes et aux lois internes. Le Cameroun a ratifié à toutes ces lois, mais curieusement, je ne sais pas si c'est les atomes de la dictature qui font en sorte que il y a l'emprise. Parce que je veux donc effectivement venir là où je voulais faire le distinguo. Oui, et ce sera plus chuté. Le commissaire du gouvernement, qui fait fonction de procureur de la République, public, vient donc effectivement se buter ici dans ce qu'on appelle une loi écran. Cet article 102, alinéa 1, a posé un principe et a une exception toutefois. On dit que ce secret n'est pas opposable au ministère public. Or, ici nous sommes sous l'empire de la justice militaire, donc la grande muette. Il y a donc ce qu'on appelle la loi écran. Et là, il y a effectivement le système vient donc s'embrouiller, être décontenancé. Parce que quoi? Parce que le commissaire du gouvernement, s'il était procureur de la République au civil, devrait pouvoir nous donner certaines informations. Or, lui, il est astreint au mutisme de la justice militaire. Donc, il ne peut pas se prononcer. En ce moment, on ne peut pas faire la reproche à la presse, effectivement, de donner certaines informations. Surtout que la presse, comme disait effectivement le copanéliste, n'entre pas dans les détails. Donne des informations à caractère général parce que l'opinion publique en a soif. Très bien. Pour éviter des mauvaises jurisprudences qui sont le parent pauvre du débat judiciaire par rapport aux autres crimes qui ont été faits. Et donc, on n'a plus des traces qui sont entrées dans le triangle de Bermude. Cette fois-ci, lorsque le président de la République lui-même a donné le là, le peuple camerounais est en droit de réclamer des informations de temps à autre. Mais lorsque l'enquête est enfermée dans la grande muette et que les OPJ font aussi la danse Bafia, parfois c'est les médias internationaux qui viennent nous donner la boîte noire de la psychologie du dossier. Nous sommes en droit de dire au ministre que non, ne faites pas ce faux procès, effectivement,
aux journalistes camerounais qui sont jusque-là professionnels. Nous avons compris que c'est l'avocat d'un suspect qui est tombé sous le coup, effectivement, des fautes déontologiques, mais ce n'est pas encore la presse camerounaise. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Ce que Dr John Yobé vient de dire là est pertinent. Nous savons, par exemple, que la chaîne internationale TV5 est même allée plus loin dans l'information, en donnant même l'information des auditions. Et le journaliste de Reporters sans frontières disait qu'il a même eu accès à ces auditions-là écrites. Et il a dit ce que les auditions relevaient. Je ne sais pas ce qu'a dit le ministre de la Communication face à cela. Entre-temps, il y a quelques jours, nous avons fait une émission ici où nous avons par exemple parlé du Gabon avec l'élection présidentielle à venir. De ce côté-là, la chaîne de télévision Info TV a été suspendue du côté du Gabon pour cela. TV5 nous a dit presque tout dit. Tout dit sur cette affaire. Qu'a fait le ministre de la Communication? Ou alors, c'est quand c'est un petit journal du Cameroun qui parle, le MINCOM sort avec le marteau. Mais quand ce sont les blancs là qui parlent, on voit comment tout le monde tremble au Cameroun. Sur le plan purement juridique, la sortie du ministre ne résiste pas. Et pourquoi? Elle est légère. L'action du ministère public est de défendre la société contre les délinquants. Et le ministère public, partant des OPJ qui agissent dans le sens de l'enquête ou dans le sillage de l'enquête sous l'action ou sous le contrôle du parquet, vous avez des personnes qui sont tenues, et la loi le prévoit, pas tenues, mais qui sont autorisées à donner des informations, mais sans aller en détail. Présenter la situation des suspects et des mises en cause, présenter de manière sommaire les faits qui leur sont reprochés et informer l'opinion publique de ce que, ok, ces personnes-ci sont pour l'instant interpellées pour ces faits-ci qui leur sont pour le moment reprochés, mais n'ont pas encore été condamnés. Partant de là, la presse a l'obligation d'information. Et prenant des informations qui sont fournies par les OPJ, la presse peut, elle, dans son métier, en faire des commentaires, sans toutefois aller au-delà. Donc ne pas être insultante, ne pas être violente, parce que là, votre code de déontologie vous impose de à partir de là, la sortie du ministre sur le plan juridique ne tient pas. Autre chose, nous sommes en proie, et il l'a dit, nous sommes en proie, pour le commissaire du gouvernement, à deux lois qui se font écran. Il est tenu, à un moment donné, d'après ce que prévoit le CPP, de rendre public certaines informations, pas sur la nature de l'enquête, mais sur la situation. Sauf que le code de justice militaire oblige le silence par rapport à certaines choses qui s'y déroulent. Et donc, il est un peu en ballottage entre... Le marteau et l'enclume. Voilà, entre le fait, entre l'obligation ou entre la possibilité de dire ce qui se passe et de ne pas dire ce qui se passe. Voilà. Sauf que, sur le plan purement social, ce que le ministre a produit comme communiqué ne peut pas être profondément intéressant. Merci beaucoup. Parce que, parfait ici, oui, on va chuter. On a un cas dans lequel quelqu'un d'une corporation est décédé. Et vous voulez interdire à ses frères d'armes, à ses confrères, à ses amis, à ses parents de s'offusquer. Jusqu'ici, je ne connais pas un média qui a officiellement dit c'est tel qui a tué. Encore moins Info TV. Pas du tout. On est en train de dire les enquêtes sont ouvertes, mais elles traînent. Pourtant, on a des personnes qui sont passées aux aveux. Donc, qu'est-ce que le ministre reproche à la presse? C'est bien parce que cette affaire a une incidence politique qu'il faudrait bien sûr la freiner, la museler pour éviter des incidences politiques beaucoup plus graves. Mais sur le plan social, sa sortie ne peut pas du tout, ou ne devrait même pas être de nature à secouer la presse. Vraiment. Parce que pour moi, c'est juste une sortie, ce n'est pas une injonction. Vraiment, on peut outrepasser cela parce que jusqu'ici, la presse ne viole rien. Le secret de l'enquête n'a pas été violé. Des personnes suspectées n'ont pas encore été présentées comme condamnées par la presse. La presse, donc du moins la presse aujourd'hui ne peut pas se reprocher jusqu'à un certain niveau d'avoir connu des manquements graves
dans ces émissions, dans l'affaire Martinez-Zoul. Merci beaucoup. Muriel Andjé, lorsque vous lisez entre les lignes le communiqué du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, n'avez-vous pas une impression que le gouvernement aurait peur de quelque chose? De quoi a-t-il peur si tel était le cas? La grande interrogation. On se demande de quoi est-ce qu'ils ont peur. Nous n'avons pas un organe de presse qui est présenté comme ça les conclusions d'une enquête. Même pas encore un qui aurait prétendu avoir les dessous de comment est-ce que ça se passe, qui prétend lire dans la boule de cristal, qui prétend avoir la boîte noire, comme ils appellent dans leur jargon. Mais je dis, nous sommes juste en train de jouer notre rôle parce que dehors, vous avez ce peuple-là qui également se tourne vers nous en nous demandant ça se passe comment. On donne juste des informations pour montrer que l'enquête est en cours. Tout au contraire, on montre que l'affaire est suivie. Ne vous inquiétez de rien. Au moment venu, vous aurez les résultats de l'enquête. Il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, un communiqué est sorti, apparemment vous dérangez. Vous êtes comme des moustiques là, vous dérangez un peu beaucoup, ça commence à bien faire. Sauf que j'ai rappelé à ce monsieur qu'il y a deux types de moustiques. Il y a des moustiques très bruyants, il y en a qui ne font pas de bruit. Mais la science nous démontre que ce sont les moustiques qui ne font pas de bruit, qui sont même vecteurs du paludisme. Ceux qui font du bruit, jacassent un peu, là, ils vous donnent du fil à retordre, vous nommez pas bien, mais ils sont dans leur travail, dans leur rôle. L'affaire n'est plus au niveau national, au point où nous ici, on est en manque d'informations, mais les informations viennent même de l'outre-mer. Mais là, on n'en parle pas. Là, on se dit, mais comment ça traverse même des journalistes étrangers qui vont vous dire, qui vont certifier, avoir même des documents censés être très officiels. On n'en parle pas. Des rapports d'audition. Nous, on fait juste avec les bribes, comme l'a dit en moi. TV5 est parti en montrant des photos. Il y a des unes aux États-Unis. On se dit, de quoi avez-vous peur? Et comme j'aime bien à le souligner, il s'agit quand même d'un des nôtres qui est mort atrocement. Comment rester, même la personne la plus inhumaine, à un moment donné, va montrer un peu son côté humain. Pour se dire, moi j'aime souvent à dire que c'est une marmite qui est au feu. Vraiment, le contenu ne dépend pas de nous. Nous, on va juste chercher à gérer la température et on aura bien envie d'avoir ce repas servi aux yeux de tous pour savoir quelle conclusion on peut avoir de cette affaire. Mais en attendant, on va continuer avec les bribes. Je ne pense pas que nous sommes en train d'aller fouiller dans les tiroirs qui sont fermés. Non, mais tout au contraire, on contribue à dire aux populations, l'affaire est en cours, je ne vois pas où est le mal. Merci beaucoup. Parfait, ici, quand la marmite est au feu, au village là, on prend le PB, je ne sais pas comment on dit même ça en français. C'est comme une tôle, comme le PB, donc un truc pour ventiler là. On souffle, non? Et on prend les prunes, on met au-dessus du manioc. Ça cuit, on couvre. Donc il faut souffler le feu pour que ça ne va pas cuire. Parfait, ici. Ça ne souffle pas. Ça ne va pas cuire et on ne va pas manger ce jour-là. Donc il faut attiser le feu. Bonjour à toi Parfait ainsi qu'à ton panel. C'est toujours avec un énorme plaisir que je suis votre programme. Je suis outré de constater que les troupiers et vigiles en valeur absolue ont encore battu un gladiateur de la craie et du tableau noir hier. On attend aussi la communication du Mincom dessus. Le prix du bâton de manioc a augmenté. On vend déjà 4 cuillères de haricots à 150 francs. La bouillie de 50 est insignifiante pour les débrouillards. Les professionnels du bombardement du Kosovo ont augmenté les tarifs. Les prêtres et pasteurs ne prennent plus les pièces à l'église. Au lieu de s'attaquer aux problèmes sérieux, mes amis de là-bas veulent distraire l'opinion. Nous savons qui on veut inquiéter et nous disons non aux musulmans de la presse. C'est Fabrice qui envoie le message. Il est du côté de Perpignan. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Alors, bonjour, espace miné. À la vérité, vous savez que le ministre Sadi est dans la forme un agent de l'État dont il est dans son rôle. Maintenant, si René Emmanuel Sadi fait des sorties, ce n'est pas naïf. C'est que ses collègues semblent impliqués dans le meurtre de Martinez. Moi, je n'en sais rien. Vraiment, pour l'instant, rien ne nous a démontré que ses collègues sont impliqués dans le meurtre de Martinez. Cette sortie est un moyen pour protéger les commanditaires qui ne sont autres que ce qu'on appelle
appelle de nos jours les intouchables de la République. Exemple, bon. Oh là là. Juste Et donc, certains exemples là, je pense qu'elle va sauter. J'ignore gentiment ces exemples-là. On va prendre d'autres messages. Bonjour, le plateau. Monsieur Manga, allez couvrir la guerre en Ukraine pour nous prouver que vous êtes un vrai journaliste. François Descalais 2. C'est quoi ce rapport? Où est le rapport? C'est de la déconcentration qu'on fait ici. Il est agité. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Ici, je suis très dégoûté à entendre votre confrère patriarche mettre le comportement de certains sur le dos du président de la République. Le nègre, par essence, est très méchant. La vente des êtres humains n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà les Noirs américains qui souffrent de l'esclavage. Georges depuis Douala. Autre message ce même jour. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait. Ce matin, je me suis réveillé avec l'idée dans la tête. J'ai décidé de planter les bananiers dans tous les nids de poules qu'il y a sur nos routes à Yaoundé. Peut-être ça va amener les autorités à revoir cette affaire. Ça, c'est une honte pour notre pays. Tu ne peux pas parcourir une distance de 10 km dans cette ville sans voir des nids de poules. D'autres deviennent même déjà des lacs. Quelle image pour notre pays. Le pays-ci, c'est une honte. Parfois, moi, je me demande vraiment si nos bandits D'accord. Là, c'est injurieux déjà. C'est David depuis Vorada qui Le envoie voisin de Blériot. le message. Bonjour, perfecto, très belle émission. Analyse pertinente de l'honorable John Niobé qui représente brillamment le PCRN en sa qualité de vice-président départemental d'Union Ekele. J'aimerais rajouter que la responsabilité revient aussi aux parents qui ouvrent les portes de leur domicile aux inconnus sans enquête de moralité, sans même mener des enquêtes sur ces filles auxquelles qui confient la garde de leurs enfants. Et bonjour spécial à Muriel. Muriel, monsieur t'envoie un bonjour. Spécial. Avec un bonjour, je peux bien recevoir. Bonjour le grand perfecto et aux panélistes. Si j'étais élu président dans ce pays, je vous nommerais ministre de la communication. Non, vraiment, faut faire attention. René Manuel s'est dit pour l'instant, abat un travail énorme. Moi, je reste là à lire mes messages. Dans la théorie de Joseph Lé. Voilà. Et le ministre Joseph Lé a dit que chacun a son tour. Pour l'instant, c'est le tour du ministre René Emmanuel Sadi. Voilà. D'accord. Autre message ce matin. C'est vrai que j'ai eu un ancien premier ministre décédé il y a peut-être 2 ans. Je l'ai vu. Il m'avait trouvé chez un aîné. Il était plus en fonction. C'est comme s'il avait prophétisé sur moi. Vous savez ce que l'ancien premier ministre avait dit? Basson, il m'a dit, mon fils parfait ici, tu seras ministre de la communication dans ce pays. Un ancien premier ministre. Amen. Bonjour parfait. Comme celui qui dit avoir kidnappé Martinez, sa famille n'est pas interpellée, mais celui qu'on soupçonne être le commanditaire, c'est toute sa famille et même amis qui sont au CED, vraiment. Yves Saint-Laurent, on doit de un fou qui envoie le message. On revient sur le plateau. Je recommence encore avec Ambroise Médard Manga. Ambroise Médard Manga, entre-temps également, est-ce que ce qui ne fait pas problème est que, comme le disait Bernard tout à l'heure, c'est un confrère qui a été tué, mais qui a été tué atrocement. D'abord, la fraternité est interpellée, a été blessée. Le public, le peuple camerounais a été choqué et tous les êtres humains ont tout simplement été outrés. Ce qui fait donc que l'affaire Martinez n'est plus une simple affaire. Est-ce que le ministre de la Communication ne devrait pas le comprendre, que c'est une affaire choquante et le peuple camerounais, y compris le peuple international, a besoin de vérité? Avant de répondre, je voudrais d'abord vous faire une petite anecdote. Oui. Concernant
l'ossature médiatique mondiale. Au Cameroun, j'ai vu quelque chose parfait ici. J'avais été contacté par le journal L'Express. Oui. Et puis un responsable est arrivé au Cameroun qui voulait des entrées pour des dossiers spéciaux par département ministériel et autres. Et puis la personne m'a contacté pour lui prêter main forte par rapport aux rencontres et autres. Je peux vous dire que nous avons cheminé, et à chaque fois qu'on arrivait, qu'on demandait l'audience chez le ministre, les portes étaient grandement ouvertes à l'instant T. C'était un blanc. Et oui, elle était une blanche. Ah, je comprends. Les portes nous étaient grandement ouvertes. C'était une blanche. Et quand je ressortais, le Selcom venait par derrière pour me demander comment j'ai pu faire pour rentrer en contact Avec cette dame blanche. ces dames blanches. Nous sommes allés, on a parcouru beaucoup de ministères. C'était de la grande estime. Et puis, On vous déroulait le tapis rouge. j'ai dit on nous déroule le tapis rouge. Et elle m'a fait des confidences par rapport à la tarification d'une seule page dans ce magazine. Vous pourrez aussi nous faire ces confidences. 11 millions La la page. page. 11 millions. C'est ce qu'ils payent. Dans les journaux internationaux, là, c'est ce qu'on paye. Une fois également, je pense que pour le cas du Cameroun, ça devait être le journal Le Monde. On parlait pour une édition 150 millions. Oui, c'est ça que je vous dis. J'ai été sidéré 150 millions. d'apprendre Cameroun que, paye. oui, d'apprendre que, je vous dis, j'ai été sidéré d'avoir une seule page à 11 millions. Mais elle a été butée à cette affaire de budget programme, où les ministres opposaient une fin de non-recevoir parce que quoi, elle était arrivée après novembre. À la fin On de avait déjà, à l'exercice. la fin de l'exercice. On nous a renvoyé pour l'exercice Non, prochain. Cham a tout dit. Et donc- Entre-temps, Médard Manga, je vous suggère de refaire la même tournée auprès de ces départements ministériels. Si les même on va portes d'abord vont vous s'ouvrir. ouvrir même la porte Non, du chef service. je voulais chuter par là en disant allons-y. que moi, directeur de publication... Vous avez refait le tour? Non, je ne refais pas le tour. Je dépose les protocoles d'interview Ouais. qui somnolent. On balance ça dans la poubelle. Alors, quand vous allez traiter l'information, le ministre de la Communication va sortir un gros communiqué et le balancer sans toutefois savoir le fond de ce qui se passe. Je reviens donc à votre question aujourd'hui. Martinez était une personne qui a été arrachée à la vie de manière atroce. En ma qualité de patriarche, je voudrais vous dire que ce que les chefs ont fait au site À Eboro 3. à Eborotois n'est pas à négliger. Je voudrais vous le dire ici. Mais les mêmes chefs sont venus demander pardon. Vous savez ce qui s'est Ou passé bien quand on a affaire, on a affaire. quand on a fait traditionnellement ce que le membre du gouvernement a organisé pour que les chefs viennent jouer. Bon, ils avaient peur de leur vie parce que Martinez, vous avez vu l'image, en décomposition. C'était affreux. Le corps de Martinez était devenu affreux. Vous avez chuté. Alors, je dis donc, je répète ici en tant que journaliste d'investigation que nous avons le devoir de servir la bonne information aux téléspectateurs, aux Très bien. lecteurs et aux auditeurs du Cameroun et au-delà. Merci beaucoup. Très bien habillé, parfait ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment que le ministre nous laisse tranquille. La presse est dans son rôle. Le peuple est aux aguets sur cet assassinat. Et ne pas en parler par ses confrères, c'est comme un complot. C'est signé Hermine Doudia. Docteur John Nyobé. Entre-temps, qu'est-ce que nous faisons entre en parler et cela boucler? Je pense que la nature a horreur du vide. Lorsque on dit dura et sedless, La loi est dure, mais c'est la loi. voilà, le commissaire du gouvernement est astreint au silence, au mutisme. Il y a quand même que cet article 102 du Code de procédure pénale, alinéa 3, fait une passe au commissaire du gouvernement en permettant aux OPJ de communiquer sous son visa
Si lui ne peut pas communiquer, Le CPPJ. les OPJ peuvent communiquer et alors là, les journalistes peuvent relayer l'information. Mais lorsque rien n'a été dit, Lorsque c'est le silence radio, vous allez donc vous nous nous renseignons auprès des influenceurs, Influenceurs. et des lanceurs d'alerte. Nous sommes, et les journalistes ont en face d'eux un peuple qui est dans les pulsions d'immédiateté. Et le peuple n'a pas tort d'être dans les pulsions d'immédiateté parce qu'il a soif à la vérité. Les journalistes aussi sont astreints à informer parce que c'est un compatriote et surtout un collègue qui a été atrocement arraché à la vie. Très bien. Donc je pense que en tout état de cause, nous devons effectivement dire au ministre de gérer cette affaire avec tact. Parce que, je vous disais tout à l'heure, le procureur et bien le commissaire de gouvernement qui fait fonction de procureur est avocat de la société. Et c'est cette société qui réclame justice et vérité pour éviter au manquement par rapport aux crimes passés. Très bien. Donc, je vais chuter par là, tu vas Oui, voir. chutons. Cela va sans dire que nous devrions permettre aux journalistes camerounais de nous donner quand même le peu d'informations. Si l'État a démissionné, si le procureur ou bien le commissaire du gouvernement a démissionné, permettons aux journalistes de nous donner quand même des informations, bien à caractère général dont le peuple réclame. Bernardo Obasson, je m'en voudrais, dans le cadre quand même également de cette modération de ce matin, si je ne vous posais pas également cette question tout en attirant l'attention de certains de nos confrères. On peut comprendre l'émotion qui peut nous envahir lorsqu'on a aussi froidement abattu un frais d'armes, mais attention, ne tombons pas aussi dans la manipulation. Il y a beaucoup de manipulation là-dedans aussi. Beaucoup de manipulation parce qu'il y a des médias qui prennent des perdièmes par-ci par-là, qui viennent désinformer, qui viennent sous-informer ou qui viennent désorienter les personnes. Il y en a qui sortent et qui disent que tel est suspecté à tort, tel n'est pas suspecté, tel l'est de manière inopportune. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Sauf que ce que moi je veux dire de manière linéaire, c'est que les Camerounais aujourd'hui souffrent énormément. Et lorsque l'être humain souffre parfois, il lui reste une seule chose, c'est l'espoir. Martinez Zogo incarnait une forme d'espoir en ceci que les gens espéraient que par ses dénonciations, Paul Biya entendrait le cri de son peuple qui souffre et déciderait d'agir pour le peuple. Retirer au Cameroun et aux Camerounais quelqu'un qui était entre guillemets la voix des sans-voix, quelqu'un qui parlait pour dénoncer et qui permettait aux autres de comprendre ce qui se passe au sommet de l'État et d'avoir espoir qu'un jour ça va changer, leur a été enlevé. Parfait ici. Aujourd'hui, parfois la raison se range lorsque l'émotion et la pulsion prennent le pas. Donc aujourd'hui, les Camerounais sont émus. Aujourd'hui, si le ministre produit des communiqués comme cela, on peut arriver devant son ministère. Certains peuvent arriver devant son ministère et manifester. Je vous le dis, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont tellement outrés, choqués. Ils sont meurtris. Parce qu'on leur a enlevé celui qui gardait une partie de leur espoir. Donc ces sorties, comme je dis, elles ne résistent pas à l'examen social le plus basique, encore moins sur le plan juridique. Muriel Andier, vous qui êtes justement journaliste, à notre niveau, nous n'avons pas de coupable pour l'instant parce que nous ne sommes pas là, nous n'avons pas l'enquête entre nos mains. Nous n'étions pas là où on tuait, on assassinait Martinez Zogo, mais nous disons simplement que quelle que soit la qualité de la personne, que les coupables soient présentés et que justice soit rendue à Martinez. C'est tout ce que nous demandons, c'est tout ce que nous réclamons. C'est tout ce que nous disons au ministre. C'est tout ce que nous disons au ministre, que nous respectons bien. Et nous pensons bien que jusqu'ici, nous n'avons pas entravé la loi, mais sauf que nous aimerions bien que la justice puisse être faite. On attend, mais en attendant, nous allons essayer d'apporter des informations de façon générale sans prétendre savoir ce qui se passe au CED ou encore au tribunal militaire dans les enquêtes. Et à ce niveau, on dira ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. Pour plaire. J'avais même une précision. En quelques secondes, docteur. En quelques secondes, c'est que les gens doivent comprendre qu'il y a 5 principes directeurs que le gouvernement possède. Oui. Il y a ce qu'on appelle les droits de la défense. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Oui. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'impartialité
des juges. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'indépendance des juges. Il y a ce qu'on appelle l'égalité des armes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le procureur aujourd'hui se lève comme un avocat et il a face à lui l'avocat de la défense. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous allons féliciter tous les journalistes qui abattent un travail titanesque dans le cadre justement de cette affaire Martinez-Zogo. Mais j'ai peur d'adresser un carton rouge et vif à ces autres voyous qui ont choisi de prendre l'argent du sang. Lorsque nous avons dit cela, je vous suggère tout simplement de suivre le journal de 12h tout à l'heure sur Info TV. Ce soir, à partir de 19h, votre journal en anglais. À 20h, le journal en français. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?